Salam alaikum, bonjour, bienvenue à tous, marhaba bekoum. Dans votre nouvelle émission, l'Alam, vous connaissez l'Alam, le site. On va venir vous embêter aussi dans vos oreilles. L'Alam, c'est aussi une émission radio maintenant, chez nos amis de Radio M, la petite radio du Grand Maghreb. Vous nous retrouverez donc tous les 15 jours, et plus, si affinité, si tout se passe bien. On parlera sport, on parlera du sport algérien. On sera toujours bien entouré, les présidents de clubs, les présidents de fédérations, les athlètes bien sûr, les entraîneurs, ils seront tous là. Ils vous accompagneront, on discutera, pas de protocole ici. Vous remarquerez tout de suite qu'on se tutoie, qu'on s'appelle par nos prénoms. On a voulu instaurer un peu cette ambiance détendue pour que tout le monde se sente à l'aise, comme à la maison. L'Alam, c'est aussi votre émission. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, de l'Alam et de Radio M. Envoyez-nous vos questions, vos critiques aussi. Hein. On adore ça, on adore les critiques. Voilà. Pour ce numéro 1, casting 5 étoiles, si je peux me permettre. Tout d'abord, je vais commencer par ma gauche, si vous permettez. Champion du monde d'athlétisme, club très fermé des champions du monde, médaillé olympique. Djabir Garni, marhaba bik. Allah yassalmak. Comment ça va? Très bien. J'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir très souvent parmi nous. Inch'Allah. Voilà. Ensuite, il a été athlète. Il est aujourd'hui président de fédération. C'est une année chargée, il me semble, qui arrive pour vous, avec les Afro-Basket, les Jeux méditerranéens et la reprise du championnat de basket cette semaine. Monsieur Rabah Bouarifi, bonjour Rabah. Merci de l'invitation. J'espère que Radio M, comme on dit, elle est petite, mais elle aura toute d'une grande à l'avenir. Voilà, c'est bien dit, merci Rabah. À ma droite, le pilier de l'émission, il sera là toutes les semaines, il l'a promis. Inch'Allah. Il a été athlète, champion d'Afrique, entraîneur, champion du monde ou médaillé mondial. Médaillé mondial. Et il est accessoirement président de la fédération d'escrime. Prix Nobel, Mazel. Bientôt. Bientôt, exactement. Raouf Bernaoui est parmi nous. Bonjour Raouf, marhaba bik. Je vous remercie infiniment pour l'invitation et on remercie l'Alam ainsi que Radio M d'avoir consacré un espace pour parler, débattre surtout du sport et du sport, les vrais problèmes et les problèmes qui touchent le sport et de masse, de base et de haut niveau. Je souhaite longue vie à cette émission, Inch'Allah. Je sais que cette émission, c'est que cette radio, elle va faire une bonne... On sent les discours de président, là. Merci Raouf, merci à toi. Comme on est tous aussi un petit peu malades, hein, il faut le dire, et il nous fallait un docteur, un médecin, et qui mieux que docteur Yassine Zerguini, membre de la commission médicale de la FIFA, 30 ans d'expérience dans le monde du sport, on peut le dire. Alors, on peut dire ça. Oui. Mais il s'agit de ne pas trop me vieillir non plus. Non, surtout pas. Mais bon, Marhaba bik Yassine. Allah yassalmak, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous tous. La présence de président de fédération, et je sais ce que ça peut vouloir dire, et d'un athlète d'élite, médaillé olympique, ça ne s'invente pas. Je suis même un peu impressionné parce que c'est toujours, j'ai côtoyé beaucoup d'athlètes de très haut niveau, en particulier dans le football, et c'est toujours impressionnant. Je suis même amusé de faire partie de ce groupe parce que c'est quelque chose de très intéressant de pouvoir communiquer probablement avec beaucoup de monde par l'intermédiaire d'une radio et d'une radio de nouvelles technologies. Voilà. Ce qui est important, on a choisi un peu différents profils pour que chacun puisse apporter son expertise, sa vision. Voilà, marhaba bekoum, bienvenue à tous. Merci. C'est l'Alam, saison 1, épisode 1. Bienvenue à tous. La décision était attendue depuis longtemps, ce fameux article 6, relatif aux rémunérations des athlètes dans les clubs sportifs amateurs. Le ministre a fait bouger les choses. Désormais,
je cite l'article, à l'exception des primes et indemnités, aucune rémunération attribuée à un sportif du club sportif amateur, ne peut être puisée sur les subventions publiques. Tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, juste pour rappel, la précédente mouture de l'article interdisait toute rémunération des sportifs dans les clubs sportifs amateurs sur les subventions. Effectivement. Peut-être simplifier, résumer un peu la situation de ton point de vue de président de discipline collective. Tout d'abord, ce problème qui est apparu brusquement, je dirais, au niveau du sport, date tout d'abord d'une année. C'est depuis 2015, février 2015, que le décret exécutif 1475, je crois, est apparu. Je pense que la commission qui a travaillé pour la promulgation de ce décret avait déjà soulevé ce problème. Oui. Certains membres ont soulevé que ça allait poser un problème à l'avenir pour les athlètes et pour les sportifs en général. Tout d'abord, la fédération elle-même, que ce soit la nôtre ou d'autres fédérations, ne sont pas concernées directement sur ce problème. C'est un problème qui touche directement les clubs. Mais notre intervention en tant que fédération est apparue juste après je dirais que les athlètes commençaient à se manifester, de ne pas s'entraîner, d'arrêter tout le sport, les entraîneurs également, et les dirigeants avaient même peur de payer les athlètes ou les entraîneurs. Pourquoi ? Parce que les présidents de clubs ont soulevé le problème de dire que on ne peut pas payer parce qu'on va appliquer la réglementation. Nous sommes là pour appliquer le décret. Les dirigeants avaient peur des conséquences. Par la suite, en cas de paiement, les artistes. Ils pouvaient être poursuivis en justice et ça pouvait aller vers le pénal. Donc ce problème-là, on l'a nous-mêmes soulevé auprès du ministre. Oui. Monsieur le ministre a été bien à l'écoute des présidents de fédération et des présidents de club. Il y a eu une réunion, tout d'abord, qui a eu lieu je crois que c'était au mois de mars plutôt. On est tombé d'accord sur le gel de cet article 6 et malheureusement, ça a un peu tardé. La modification. Au mois de juin, le document était finalisé, le 29 juin. Il ne restait que la promulgation du décret modifié sur le journal officiel. C'est pour ça que je tiens énormément à remercier le ministère, bien sûr, qui a fait tout un travail de sensibilisation auprès des pouvoirs publics, auprès du Premier ministre et auprès des députés également. Et ça a été adopté et ça fait à peine, je crois, 5 jours que le document a été signé et promulgué sur le journal officiel. Donc maintenant, les présidents sont autorisés à ne pas, bien sûr, déroger à la règle. Ils sont autorisés à payer uniquement des indemnités et des primes aux sportifs. Je dirais pas uniquement aux joueurs. Même l'entraîneur est concerné. Donc, à payer uniquement des primes et des indemnités sans qu'il y ait paiement de salaire mensuel. Justement, là, dans le discours, je vais peut-être poser la question à Raouf. Quelle différence on va faire entre salaire et indemnité? Justement, cet usage des termes. Avant de parler salaire et indemnité, je tiens à préciser que cette loi touche tout le sport. Idem les disciplines individuelles. Justement, dans les disciplines individuelles, t'as net. Parce qu'on a tendance c'est-à-dire qu'il y a que les disciplines collectives qui ont c'est-à-dire revendiqué ce texte de loi. Il y a même les autres disciplines. Il y a des disciplines qui ont un volume d'entraînement très très important par rapport au sport collectif, l'athlétisme. Pour former actuellement un athlète de haut niveau, et bien pour gagner une médaille olympique, il faut un volume d'entraînement. Et très, il faut se consacrer à ça. Il faut se consacrer à ça. Mais moi, mon point de vue personnel, c'est-à-dire que peut-être que je vais vous surprendre. Moi, je dirais que ce texte de loi, Madia Chagda, qu'il est venu, c'est-à-dire on l'a fait, on l'a étudié, ou bien peut-être que, je sais pas si c'est une erreur ou bien c'est juste, mais pour régler un fait. Le fait, c'est que actuellement, on a un sport qui pratiquement, si on le prend de divers côtés,
si on veut, c'est-à-dire on parle de, parce que nous, c'était un lapsus révélateur que tu dis, c'est des artistes, c'est vrai que les athlètes, exactement. Ils fournissent un spectacle. Quand on voit, c'est-à-dire les salles, ou bien, c'est-à-dire les stades d'athlétisme, c'est mis à part le football, c'est-à-dire on joue, il y a un spectacle, pratiquement, les artistes jouent devant un public dans des salles quasiment vides. Le sport, encore le spectacle sportif. Oui, le spectacle, pratiquement, qu'on est en train de fournir en tant que monde sportif, il n'est pas en train d'intéresser le public algérien. Encore, d'autre côté, il y a les résultats. Quand on prend le résultat, c'est-à-dire sur l'échelle continentale, ou bien régionale, et encore mondiale, ou bien olympique, on va dire qu'on peine à avoir des athlètes de très haut niveau. Pourquoi? Parce que, tout simplement, moi, à mon avis, que la prise en charge des très jeunes catégories, c'est-à-dire actuellement le sport de haut niveau, il commence à se pratiquer très jeune. On a oublié les catégories cadets, maintenant on pense aux minimes, c'est-à-dire maintenant la détection, elle commence très jeune. Il faut avoir des moyens pour former ça. Les clubs, ils sont pas déjà ni structurés, ni financièrement, ni matériellement pour pouvoir encadrer ou bien pour former ces jeunes-là pour plus tard avoir des basketteurs ou bien des handballeurs, des athlètes d'athlétisme ou bien même des footballeurs de haut niveau. Ça, ce qui fait défaut actuellement à nos équipes nationales. On voit dans le football, avec tous mes respects à tous les footballeurs algériens, ils peinent c'est-à-dire à jouer dans cette équipe pratiquement qui viennent, les joueurs qui viennent à 80%, à 80%, etc. Même, c'est-à-dire quand on prend dans nos championnats, c'est-à-dire on regarde les meilleurs joueurs, c'est-à-dire qui émergent, qui sortent du lot, c'est-à-dire on voit tous que c'est des joueurs qui viennent, c'est-à-dire ailleurs, pour ne pas dire de France, ils jouaient. Pour en revenir justement à l'article 6 en lui-même. Justement, je termine. C'est-à-dire ils ne venaient ni de l'OM, ni du PSG, etc. Tous ces joueurs-là jouaient en 2e, en 3e et en 4e division. Et quand ils viennent jouer ici, c'est qu'ils sortent du lot, pratiquement c'est les meilleurs joueurs. Ce qui fait que je reviens, c'est un problème de formation. L'article 6, moi, à mon avis, il vient, c'est-à-dire pour encadrer le fonctionnement, c'est-à-dire pour le... Par rapport à... Justement, toi, dans le cadre de ta carrière d'athlète de discipline individuelle, comment tu sens l'article? Comment tu l'aurais appréhendé en étant Je vais revenir juste sur le point où Rabah s'est arrêté, c'est que tu as posé la question comment on fait par rapport au salaire et aux indemnités. Donc il faut savoir que ça c'est un début par rapport à, enfin on va dire on a contré entre parenthèses, les fédérations ont fait pour contrer la loi qui est sortie pour interdire toute indemnisation par rapport aux sportifs. Il faut savoir que ces sportifs-là ils ont une vie, ils ont une famille, les entraîneurs ils ont une famille, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu de bruit. Autrement, maintenant comment faire pour les payer? Je pense qu'il y a plusieurs façons. Je pense que un salaire, si on le multiplie par 12, on pourra trouver une indemnité qui pourrait être échelonnée échelonnée sur une année et tomber d'accord avec les sportifs. Parce qu'il faut savoir que nous, dans l'athlétisme, peut-être nos salaires ne sont pas aussi conséquents que le basket ou le volleyball par exemple ou le hand, mais un basketteur, je pense au jour d'aujourd'hui, qui touche entre les 50 000 à 100 000 dinars, si je me trompe pas, donc quand même c'est conséquent pour une vie. Parce que il faut savoir qu'un sportif, quand il sort de la maison, que ce soit un athlète sport individuel ou sport collectif, c'est-à-dire qu'il va se sacrifier pendant toute une saison ou peut-être tout un cycle olympique ou un cycle par rapport à ce que la fédération fait. Donc, il va laisser sa famille, il va faire beaucoup de sacrifices. Quand même, il faut une petite rémunération. Enfin, quand je dis rémunération, ça veut dire que pour qu'il puisse vivre et faire vivre sa famille. Donc, c'est un peu normal. Voilà. À ce jour, est-ce que la nouvelle mouture de l'article HD, au final, c'est rien de nouveau? On va pouvoir faire des montages pour payer normalement les athlètes, j'imagine. Moi, je vous dis honnêtement, c'est ce que j'avais déjà discuté avec le ministère, avec les présidents de club. L'article 6, même s'il est modifié actuellement, il ne règle pas le problème du sport en général. C'est pas avec cette modification qu'on va régler le problème. Le problème qu'il faut revoir à l'avenir, c'est tout d'abord de préparer une nouvelle loi pour le sport, le système sportif. Il faut qu'il change. Il faut différencier tout d'abord entre le sport d'élite et le sport de masse. Et le sport de compétition, le sport de masse. On ne peut pas permettre à des athlètes de haut niveau, tout d'abord, c'est un exemple, ce que disait Raouf, on ne
ne peut pas permettre à un athlète de haut niveau de s'entraîner avec du sport, avec des athlètes sport et loisirs. Sur le même terrain. C'est ce qu'on voit ici régulièrement au Saint-Juillet, à Armoul. Je vous dis, pour le haut niveau déjà, certains athlètes s'entraînent au moins 4 heures à 6 heures par jour. Donc il n'a même pas le temps d'aller chercher un boulot. Il n'a pas le temps. Il y a beaucoup d'athlètes qui étaient étudiants qui ont perdu leurs études à cause du sport. Ouais, donc la durée de vie d'un sportif, pas au sens vie, mais sportive, hein, je pense qu'elle est à peu près, quand il arrive au haut niveau, elle est d'une dizaine d'années. 6 à 10, donc, voilà. je pense que les pouvoirs publics doivent réfléchir à mettre en place une commission de réflexion et de préparer une nouvelle mouture de la loi, oui, hein, et un décret exécutif. Et je pense qu'il faut différencier. Le plus important, c'est de différencier entre sport d'élite. Les athlètes qui jouent à un niveau supérieur, ils doivent être rémunérés. Oui. Que ça soit clair. Ça s'est passé dans les moments quand on avait changé la loi en 77, avec les ASP. Ouais. L'athlète était sécurisé. Il avait son assurance. Il était affecté dans une entreprise publique où il percevait un salaire comme un travailleur, et il était détaché pour le sport. Ouais. Donc, nous-mêmes, étions de cette génération qui avons bénéficié, on était étudiants, en même temps on avait un pré-salaire, en même temps on a été intégré dans une société et on a terminé notre carrière avec nos diplômes dans cette société. Il faut que l'athlète soit sécurisé. Je serais curieux d'avoir l'avis de Dr Zolgani, vous qui êtes plus proche du monde du foot, quoi. Donc ces questions, peut-être qu'elles vous parlent pas. Oui, pour le football, surtout en particulier chez nous, c'est un sport qui écrase le mouvement sportif algérien. Ouais. C'est pour vous dire que je suis très intéressé aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter d'autres sports, parce que je vous avoue que je lis pratiquement rien sur le basket algérien, et encore moins sur l'escrime. À l'occasion des Jeux Olympiques, peut-être. De flash. Donc le football écrase le mouvement sportif. C'est peut-être ça le problème. Il y a, peut-être pas, il y a environ 1500 clubs de football en Algérie, et presque l'équivalent du nombre de communes. Et tous ces clubs-là rémunèrent leurs joueurs. La question que j'aimerais poser, c'est on parle de quoi exactement en termes d'importance de budget? Ça, on ne sait pas trop. Avant de parler de l'article 6, est-ce qu'il faut éliminer, l'arrêter, ne pas l'arrêter? On parle de quoi? De combien de milliards? Et à qui ça doit revenir et pourquoi? Par principe, je suis contre le concept de rémunérer un sportif amateur ou un sportif du dimanche. Par principe. Un athlète qui commence à atteindre l'élite et qui va soit fournir un spectacle, donc tout spectacle doit être rémunéré, soit défendre les couleurs nationales, ces deux doivent être rémunérés. Là, je suis d'accord. Mais autrement, je suis contre. J'ai été confronté déjà à un club amateur de football de ma commune qui me demandait l'activité de participer, ce qui est normal. Mais dans les discussions, ce club amateur de division 3, 4 ou 5 achetait des joueurs à la signature. Ouais. Je trouve ça l'argent de la commune. Absolument. Je trouve ça aberrant. Et puis pas des petites sommes. Et je trouve ça aberrant. Et on reprend les joueurs qui ont terminé leur carrière en première, deuxième division, reviennent plus bas et prennent la majorité du budget de la commune par rapport aux autres sports. Voilà le problème. Exactement. À ce jour, les conséquences, quelles vont être les conséquences là, avec cette nouvelle mouture de l'article? Moi, je dis qu'est-ce que ça va changer? Moi, j'écoute Raouf et on revient. Vas-y. Moi, je dis que dans cette loi, il y a un côté positif. Je pense que ça va pousser les gens à travailler, surtout à la base, et de financer surtout la formation, comme je l'ai dit, parce que comme l'a souligné le docteur, c'est pas normal
que les clubs actuellement, ils sont en train de payer des amateurs. Un amateur, normalement, c'est un sport de loisir. C'est après son travail ou bien après ses études, il vient faire du sport 1 heure, comme ça se passe actuellement, 1 heure ou bien 2 heures d'entraînement. Après chaque week-end, ils ont des compétitions et aux compétitions, ils ont des primes de match et des primes, c'est pas de victoire, des résultats, des indemnités de résultats. C'est ce qui se passe actuellement. Mais pour le sport professionnel, c'est autre chose. Parce que la loi permet actuellement aux clubs de se convertir en tant que club professionnel. Au-delà, je pense, de 50 millions de dinars de capital, ils peuvent passer le cap de club professionnel et là, ils ont tout à fait le droit de payer, de s'organiser en tant que club professionnel. Pourquoi pas? Comme l'a dit Rabah, avant on avait des clubs professionnels qui étaient pratiquement tous parrainés ou bien chapeautés par des entreprises et des grandes entreprises. Justement, aujourd'hui, à la base, cette loi a un a priori positif, c'est de pousser les clubs à aller trouver leur financement propre. Justement là, est-ce que ce travail est fait par les clubs? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit certaines entreprises qui ont carrément, c'est-à-dire eux, ils ont des clubs, alors que c'est pas leur vocation. Ils sont pas destinés à faire du sport. C'est pas leur métier, ils ont pas le savoir-faire. Le plus logique possible, est-ce que ces entreprises-là sponsorisent des clubs qu'ils activent et ces clubs-là, chacun a son métier, comme on dit, et les vaches sont bien gardées. Et ce qui fait que le financement doit arriver aux gens professionnels. C'est des clubs, c'est les bénévoles, surtout le bénévolat. Parce qu'après, on va parler du bénévolat. Le bénévolat, qu'on est en train de le perdre ici en Algérie, c'est la force de toutes, pratiquement les grandes nations du sport. Le bénévolat, c'est une force c'est-à-dire qui a sa place dans le mouvement sportif. Et ici en Algérie, malheureusement, on est en train de le perdre. Alors que auparavant, le bénévolat, c'était une grande force pour tout le mouvement sportif algérien. Idem pour le mouvement de la guerre des libérations, c'était du bénévolat, c'était etc. Désintéressés, ce qui fait qu'il faut reprendre. Moi, je pense que cette loi a un côté positif, c'est-à-dire elle va rendre les choses à sa place. Mais je pense que le fond du problème n'est même pas là. Donc moi je dis que loi ou pas loi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui le sport a changé. Je pense que Dr Zergheni va me rejoindre parce qu'il n'y a plus d'amateurisme dans le sport. Ça n'existe plus depuis que les médias, entre parenthèses, sont mêlés au sport. Donc il y a une masse d'argent qui est en train de circuler, on va dire, en l'air, et tout le monde en profite. Maintenant, revenons juste un petit peu sur la loi. La loi, elle part sur les subventions de l'État, pas sur le paiement en lui-même, parce qu'ils peuvent payer l'athlète avec le sponsor et tout ça. Mais ce qui est plus grave qu'en Algérie, c'est que la loi 79, la fameuse loi de 77-79, ça c'est une loi nationale, mais qu'aujourd'hui on n'a pas vu depuis que le FCE existe, entre parenthèses, si on parle maintenant d'économie, tout ça, on n'a pas vu une action, on va dire, entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, par exemple, et le FCE, et de trouver un compromis avec les acteurs économiques algériens, ou comment ils versent un peu d'argent, on va dire, dans le sport. Par exemple, moi, on parle de chiffres, comme Dr Zergheni a dit. Si on parle de milliards, parce qu'il y a des clubs où on parle de tellement de milliards, et il y a des footballeurs aussi qui touchent, comme on dit, beaucoup de millions. C'est bien, mais est-ce que c'est cet argent-là déjà? Non, justifié ou pas justifié, ça ne nous concerne pas directement. Donc, si le club ou le président du club, il estime que son footballeur ou son joueur, il doit être payé de cette somme, ça c'est leur problème. Mais moi, ce que je dis, c'est que cette masse-là, il y a beaucoup d'argent qui part dans des trucs publicitaires, par exemple, et qui ne sert réellement à rien. Au jour d'aujourd'hui, personnellement, je pense qu'il ne sert à rien, parce que si cet argent-là, on le reverse, par exemple, dans le basket, parce que je sais qu'un club de basket, si je me trompe pas, avec 20 millions de dinars, il peut faire tourner une petite saison. Ouais. À peu près. Et on voit que un salaire d'un joueur de football. Voilà. 2 mois, pour assurer une saison. C'est un salaire annuel d'un footballeur. C'est un club complet. Un club complet dans le basket. Je pense, en escrime, c'est encore mieux. Avec 20 millions de dinars, il peut nous former des champions, on voit tu, on voit là. Donc, voilà. Les équipes nationales. Voilà. Je pense que... Les conséquences, là, tout de suite, c'est que les championnats vont reprendre déjà à votre niveau. On est d'accord sur un seul point. Si on discute, on n'est plus dans le sport amateur. Voilà. Les données ont changé, le monde a changé, l'économie a changé, tout a changé. Donc, soit on
on prépare nos athlètes pour affronter l'élite mondiale dans un domaine bien défini. Je comprends pas comment un boxeur ou un lutteur ou un escrimeur qui est amateur va se battre pour les Jeux Olympiques ou Championnat du Monde avec un professionnel. C'est pas possible. Soit on leur donne les moyens pour essayer. On ne dit pas que toutes les disciplines. Au moins, on arrête les disciplines qui nous ramènent au moins des médailles, etc. Voilà. Il faut les prendre. C'est pas des milliers d'athlètes. Nous n'avons pas 200 athlètes olympiques. Nous avons quelques-uns, déjà c'est quelques-uns qui nous ont ramené des satisfactions au niveau mondial et olympique. Certains sont délaissés. Je le dis ouvertement. C'est vrai. Ils sont délaissés. Ils n'ont aucune ressource pour vivre. Pourquoi ? Dès leur jeunesse, ils ont abandonné les études, ils ont abandonné le travail uniquement pour le sport. Et maintenant, on se retrouve sur la touche. Donc, le sport actuellement doit différencier. Un professionnel, il gagne sa vie, gagne sa vie, le haut niveau, l'élite avec et le reste. Et différencier, comme l'a dit le docteur, le sport amateur. C'est une honte qu'une APC, qui n'a même pas un goudron au niveau de la chaussée, paye des joueurs à coups de milliards pour essayer d'apparaître comme quoi c'est une APC. Alors que moi, je suis pour au début, pour le semi-professionnalisme. On doit arrêter le niveau de compétition, faire un cahier de charge, arrêter une loi bien définie, et le semi-professionnalisme va désigner les meilleurs athlètes qui vont toucher un pécule, un salaire. Je pense que c'est avec ça qu'on peut avancer. Sinon, on restera toujours en rade et on demandera à nos athlètes de se battre avec des professionnels. C'est pas possible. Tout à fait d'accord, Président, parce qu'il y a un autre volet qui n'est pas le sport de performance ou bien le sport de résultat. Le sport, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, j'insiste sur la formation, parce que les chiffres, ils sont effrayants. Je crois de 8 millions de scolarisés dans les primaires, je crois que c'est la moitié qui pratique pas le sport. On est en train d'encadrer, je pense que 5% de la jeunesse algérienne. Tout ça, ce qui fait que ce système-là du sport algérien, je pense qu'il est en bas. Parce que je pense qu'il est défaillant par rapport aux résultats, parce que ça demande beaucoup de moyens, etc. Surtout les résultats de haut niveau, les médailles mondiales et olympiques. Et en plus, il y a le sport de masse qu'il faudra revoir avec les clubs, etc. Je pense qu'on aurait pu faire une émission consacrée à ça. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout au long de l'année, histoire qu'on puisse aborder tous nos sujets. Je pense qu'il faut définir quelle est la cellule de base ou l'entité de base du sport en Algérie. Si je prends l'unité de base et le développement du basket, par exemple, dans un état exemplaire qui sont les États-Unis, c'est le collège. Ici, chez nous, on ne sait pas est-ce que c'est le club, est-ce que c'est l'université, on ne sait rien. Alors c'est une sorte de troupeau qui est là, et puis il y en a qui émergent de temps à autre grâce à leur talent individuel ou à l'effort de leur famille ou bénévole. Du bénévole. Déjà, docteur, niveau. J'ai bien une question. Par rapport à ça, c'est typiquement, on va dire, scientifique et médical, c'est que, est-ce qu'une fois les Algériens, tout ce qui est staff médical algérien. C'est possible. Pardon? Brièvement, c'est possible. Brièvement, très brièvement. On a défini le profil type du sportif algérien. On l'a jamais fait, déjà. Non, parce que, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui parviennent du point de vue scientifique et médical, qui est mon côté. On a des constatations qui sont faites par rapport à des expériences, des bases de données de résultats. Je prends un exemple, c'est le demi-fond en athlétisme. Il y a maghrébin domine. Voilà, le type maghrébin, taille moyenne, filiforme, sec, avec des capacités sur le demi-fond. En principe, nos 3 pays règnent sur le demi-fond mondial, à part quelques petits trucs des Kenyans de temps à autre, mais en principe c'est ça. Moi, j'ai fait une petite étude vite fait. Enfin, je suis pas un médecin, mais je suis pas psychologue, mais une petite étude vite fait. Et j'ai trouvé que par rapport au profil algérien, profil sportif algérien, il est plus porté sur l'individualisme. Le sportif algérien, même quand il est footballeur, il est plus sur un aspect psychologique individualiste. En fait, moi, je reviens directement vers vous autant que dans le football. C'est que pourquoi on n'arrive pas, par exemple dans le foot, à accéder et surtout à admettre ça et donner une technique et une tactique algérienne par rapport à ça. Voilà. Mais on l'a déjà fait. Elle a été abandonnée. Voilà. Le jeu algérien
à chaque fois qu'il a été mis en application sur le terrain, avec des coachs et un staff algérien et avec un jeu à l'algérienne, on a eu des résultats probants. Si vous allez revoir tous les titres gagnés par l'équipe nationale d'Algérie, c'était avec un entraîneur algérien. Hein. Non, mais docteur, je m'excuse. On est d'accord sur ce principe, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde a changé. Ouais. Le Brésil également dominait le football par sa technique. À force que ces joueurs, les joueurs brésiliens, ont évolué en Europe, ils se sont adaptés aux jeux européens, et je pense que psychologiquement, ou le contraire, tout a changé. Ce sont les Européens qui ont appris à jouer aussi bien et qui ont créé des écoles qui ont... vous avez l'exemple de l'Allemagne. La Coupe du Monde 2014 au Brésil a été préparée pendant une dizaine d'années. Ouais. Donc oui, ils ont préparé la manière de contrer la technicité des pays latins et ils y sont arrivés. Voilà. Enfin, quelques petits points au final contre l'Argentine et puis c'est tout. Enfin, j'espère que notre équipe nous ramènera à la Coupe d'Afrique. On va arriver là-dessus. On aura l'occasion d'aborder ce sujet. Donc en tout cas, les conséquences tout de suite, que le championnat vont reprendre la semaine prochaine, c'est ça? Oui, je pense que déjà le handball... ils n'étaient pas concernés par le sujet, hein, ils ont démarré tout seuls. Mais le volley, le handball, le basket, je pense qu'on va démarrer. La semaine prochaine, il va y avoir le championnat national de la 1B. Et les féminines également vont démarrer. Et une semaine après, juste après, le 5 ou le 4, il va y avoir la Super Division A qui va démarrer. Très bien, c'est une très bonne justification transition. ne peut être acceptée. C'est une très bonne transition pour le basket. On y va, Soumia. Donc le basket, j'imagine que tu as reconnu la musique NBA là, Quentin. C'était pour toi, hein. Dédicace pour toi. Enfin, je vous remercie. Radio M, quand même, qui va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite radio qui démarre, mais je suis sûr que dans quelques mois peut-être, elle sera une grande. Alors comment le basket algérien? Enfin, le basket algérien, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Surtout qu'actuellement, toutes les disciplines, pas uniquement le basket, le sport en général, bénéficie d'une réduction de près de 50% de subventions. Donc, beaucoup de disciplines vont se retrouver en difficulté. Pour le basket, je dirais que nous avons cette année, pour 2017, quelques objectifs. C'est bien sûr la qualification au championnat d'Afrique. Qui va y avoir, en fin de compte, la dernière nouvelle que je viens d'avoir, c'est les 4 pays qui vont participer, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye. Ce sera comme en 2015. Tournois, comme en 2015. 2015, la Tunisie s'est qualifiée automatiquement parce que c'était le pays organisateur. Donc ça va être difficile. Il ne faut pas qu'on dise que c'est une qualification qui va être facile. Hein. Nous avons également pour les filles, et je l'ai dit plusieurs fois, nous n'avons pas le niveau africain. En féminine, tout d'abord la morphologie type de l'athlète algérienne par rapport à l'athlète africaine, déjà il y a une grande différence. Hein. On a participé à 2 reprises au championnat d'Afrique et aux Jeux africains en 2015. Nous avons vu que c'était impossible pour le moment de rivaliser, même si on se renforce par des joueuses algériennes évoluant à l'étranger. Ouais. Donc, justement, comment s'est passée cette intégration? C'est un phénomène un peu nouveau là. Chez les garçons et chez les filles, tu as été chercher des joueurs et des joueuses? C'est pas nouveau parce qu'en garçon déjà, nous avions ces contacts depuis des années. En 2005, nous avions, en 2001 plutôt, le basket s'est qualifié au championnat du monde aux États-Unis. Et on a joué le premier match contre les États-Unis, c'était un peu difficile, vous savez bien. Mais nous avions dans le groupe, dans l'équipe, nous avions 5 joueurs de haut niveau qui évoluaient en France au plus haut niveau. Donc ils nous ont donné le plus qu'on attendait. Et actuellement, je le dis,
il n'y a aucune formation à la base, comme le disait Raouf tout à l'heure. Nos clubs ne font plus d'athlètes. Les gens disent, ils utilisent un terme, pourquoi vous ramenez des joueurs, c'est des Algériens comme nous, on n'est pas meilleurs que les Italiens, les Qataris, etc., qui achètent des joueurs et les naturalisent. Nous, c'est des Algériens. La loi algérienne, elle est claire. Tout enfant né de père ou de mère algérienne est considéré comme Algérien à sa naissance. Donc nous n'avons aucun problème. Et je le dis, si on trouve des joueurs qui peuvent nous donner le plus qu'il faut, bien sûr, on doit les ramener. Ouais. Mais les clubs doivent également former une nouvelle génération de basketteurs. Actuellement, les jeunes, vous voyez dans la rue déjà des jeunes qui font 2 mètres, 2 mètres 5 normal. C'est plus comme avant. Nous avons les cadets également qui vont jouer le championnat d'Afrique en 2017. Ouais. Nous avons pu obtenir en 2015 la 3e place, médaille de bronze. Et les filles, comme je vous l'ai dit, je pense pas, au niveau de la fédération, on a déjà discuté de ce problème avec les techniciens, je pense pas qu'elles vont participer au championnat d'Afrique. Ouais. Nous avons également d'autres objectifs, bien sûr, les Jeux islamiques. De la solidarité islamique. De la solidarité islamique à Bakou, Azerbaïdjan, au mois de mai. Oui. Et juste après, nous allons avoir les Jeux JM. méditerranéens en Espagne. Je pense que c'est une préparation pour nous, pour nos athlètes. Ça sera bien si on se qualifie au championnat d'Afrique. C'est une bonne préparation pour le niveau africain. Djabel, est-ce que tu as l'occasion de jouer au basket ou algérien ou pas Algérien, ouais, j'ai 4 terrains. J'ai joué un peu au basket, mais comme on appelle le streetball. À l'époque, quand les 4 terrains étaient, c'était le recueil des basketteurs algériens. Ouais. On a joué. Et après, j'ai joué un petit peu quand j'ai fait mes études à Rarmoul. Quand le terrain de Rarmoul faisait aussi beaucoup de bonnes choses. J'ai rencontré Fayed et tout ça. Donc, j'ai connu un petit peu le basket, vite fait, mais pas autant que, on va dire, un grand amateur de basket. Mais voilà, nous, c'était la génération Jordan. Voilà, c'est ça. Alors, Ouf, faut rappeler que tu es le voisin de la fédération de basket, ta fédération. Ouais, donc j'imagine que tu gardes un œil. Un œil surtout de la gestion, la technique, basket. Moi, c'est vrai que c'est une discipline qui est très très difficile. C'est pas comme d'autres sports collectifs. C'est pas facile de former un basketteur. Vous voyez que les basketteurs de haut niveau, les Américains ou bien actuellement ce qu'ils font les Espagnols, etc. Justement, le sport, le modèle espagnol qui est très impressionnant dans toutes les disciplines, notamment dans le basket. Je pense que le basket algérien, c'est un jeu, c'est une discipline très spectaculaire que nous tous jeunes, on l'a suivi. Moi, j'habite pas très loin de Rarmoul. On a grandi à la Salle Harsha, on voyait, c'est-à-dire tous les matchs, les finales, etc. C'est une discipline qui draine les foules et je pense que il a très bien souligné le président. Le problème de tous les sports, c'est la formation. Les clubs actuellement n'ont pas les moyens pour former et d'autres clubs qui jouent la compétition, ils sont en train d'acheter les joueurs qui sont très mal formés, faute de moyens, et c'est eux qui animent, c'est-à-dire les championnats. J'espère que on trouvera avec la nouvelle loi et la mise en place des nouvelles textes, pourquoi pas, il faut tout de suite revenir à la base, c'est la formation. On n'a pas le choix, on est condamné à former, à bien travailler, il faut s'ouvrir sur le monde, il faut pas que rester, il y a que nous, les Algériens qu'on voudrait, c'est-à-dire vivre tout seul et manger tout seul, dormir tout seul, alors que c'est plus maintenant comme ça. En escrime, par exemple, on voit que les Russes, actuels à Rio, ils ont gagné 4 médailles d'or. Mais le staff technique, c'est des Italiens. Ouais. Et le paradoxe, c'est que les Italiens qui sont très forts en escrime, ils ont des entraîneurs russes. Les Français, les Chinois, etc. Maintenant, c'est bon. Le monde, c'est un petit village. Il faut s'ouvrir. Et c'est une compétition. Il faut accepter déjà le jeu. Il faut jouer. Et il faudra manœuvrer pour gagner. Et, on a tous les moyens de gagner, de former des athlètes et des champions de très haut niveau. Yassine, est-ce que tu as l'occasion tu entends parler un peu du basket ou là en Algérie? Moi, en Algérie, non. Moi, j'ai eu 2 expériences avec le basket, mais c'était dû à un côté professionnel. C'était du temps où il y avait un fellowship pour la chirurgie orthopédique
aux États-Unis. Ouais. Et je faisais partie 2 fois des staffs médicaux de 2 grands clubs. Utah Jazz, parce que j'étais à Salt Lake City, et Atlanta Hawks. Donc, j'ai vu le basket en commençant par le haut, quoi. Ouais. Et j'étais souvent sur la ligne de... L'impression que ça m'avait laissé la première fois, c'est de la peur. Parce que être assis à la première ligne du terrain, et quand des gens comme ça passent en courant, ça fait, Avec 2m15, ça fait vibrer, et on a peur. On a vraiment peur. Moi, je posais la question parce que... Je ne connais que le basket de... Ouais. C'est tout ce que j'ai connu. C'est vrai, chaque Inoni, il est fait peur. Et ouais. Oui, non, Un c'est camion énorme. qui passe. Comme le pense le docteur, je pense que l'analyse est claire. Si on veut revenir à un niveau acceptable au niveau continental ou mondial, etc., il faut revenir au sport scolaire. Il faut revenir. Mais aussi, pardon, ce que disait Djabir et ce que le propos résumé un peu, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis surpris du nombre de personnes qui jouent au basket dans la rue. Exactement. Donc il y a un décalage à mon sens entre واش نشوفوا برا الناس قاع يروحوا يلعبوا basket, les gens s'intéressent, regardent à la télé la NBA, mais d'un autre côté on n'entend pas parler à la télé de nos basketteurs, de nos... Est-ce qu'il y a un souci de ce point? C'est comme le foot, tous les Algériens jouent au foot, Ouais. mais on n'a pas ni de Messi, ni de Ronaldo, ni etc. C'est difficile. Entre jouer à la On a un rue. Mahrez maintenant. Mais où il est formé Mahrez. Ouais. Ok. Plutôt Slimani. Ouais, voilà, on va dire Slimani. Bon, Slimani, c'est-à-dire technique, etc. quelque chose. Ouais. Bon, c'est vrai que son passage il est impressionnant. Mais c'est-à-dire, c'est la formation. Actuellement, c'est les centres de formation. Les sports, c'est-à-dire de haut niveau, surtout collectif, c'est des centres de formation. C'est étudié, c'est la technologie, plus c'est la science, ainsi que l'entraînement, c'est beaucoup d'efforts physiques. Ouais. Et tout ça, c'est des laboratoires. C'est ça qui font des athlètes de très haut niveau. Juste pour rigoler, Mahmoud, tu parlais de streetball et tout ça. Juste, je vais te faire. Je suis pas très porté peut-être pour le basket, mais je pense que la BAH va me rejoindre. Tu sais combien saute un basketteur en son hauteur quand il monte comme ça? 1m90. Champion d'Algérie à la hauteur. Voilà. Ouais. Pour te faire un petit peu. Voilà. Donc, comme il disait Rabah, c'est que moi, je suis venu en athlétisme. Moi, je suis handballeur de formation. Donc, mais je suis venu en athlétisme. Comment je suis venu? C'est par le scolaire. De père J'ai en fait les balle. championnats du monde. Voilà. J'ai fait les championnats du monde scolaires. Je me suis qualifié en athlétisme. J'ai fait ma première médaille en 94 dans les championnats du monde scolaires. C'est là où je me suis dit j'ai rien à faire dans le monde. Donc je suis parti en athlétisme et alhamdoulilah, j'ai fait ce que j'ai pu faire grâce à Dieu et grâce à mon père Allah yarhamou. Mais bon voilà, donc pour te dire, le sport scolaire, il est pas oublié, mais délaissé carrément. Moi, mes enfants maintenant, ils sont à l'école. Par exemple, leur directrice d'école, c'est une école privée malheureusement parce que où j'habite, il y a pas une structure, d'école digne de ce nom. Mais leur directrice dans le privé, elle peine pour trouver des stades et de leur faire carrément sport et études. Elle veut, mais elle n'arrive pas à trouver parce que les pouvoirs publics l'interdisent. Parce qu'ils disent, voilà, c'est propriété de l'État, vous n'avez pas le droit parce que vous êtes privé, une entreprise. Donc, pour vous dire que le scolaire, au jour d'aujourd'hui, il a réellement délaissé le sport, carrément. Non, en plus, il n'y a pas d'entraîneur ou bien d'éducateur sportif, c'est-à-dire spécialisé dans le sport. Non, ils ont sont essayé. pas affectés. On n'a pas le droit Non, ils ont d'affecter fait- des non, entraîneurs non, dans le contraire. scolaire. Au Ce qui fait contraire. le sport, dans le scolaire, il est pratiqué par des profs, des enseignants. C'est-à-dire des profs d'arabe ou bien le prof de français parce qu'ils ont que, etc. Tu te trompes. C'est ces profs-là qui sont en Prof train de PS, il n'y en a pas. Non. d'enseigner. Les profs Ça a DPS, été- c'est à partir du CE. Mais ça, c'est trop tard, Non, mais ça a pratiquement. été changé. Moi, je t'explique. Ça a été changé. Ça, non, c'est faux. C'est vrai. Avant, c'était comme ça. Avant, on avait les maîtres de PS. Mais ça a été changé il y a 6 ans de cela. Tous les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports ont été affectés aux écoles, mais ils ont refusé parce que ils se disent, ils ont trop pris l'habitude. Il faut appeler un chat. Ils ont trop pris l'habitude d'être affectés à des clubs et de rester chez eux et de faire un autre travail à côté et de se faire payer dans des clubs privés de fitness des salaires. Bah, c'est une vérité parce que moi j'ai des amis qui ont refusé d'être affectés à des écoles. Ouais. Bah, ça c'est une réalité. Ça je le sais. Ils ont quelque été chose refusés parce que ils se disent voilà, je vais être affecté dans une école, je vais être enfermé toute la journée dans une école. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Docteur, Du coup, C'est pas toute la journée, je Le sport pense. scolaire, c'est quelque chose qui a dépéri et disparu. Parce que moi, j'ai des souvenirs, je suis assez vieux pour raconter une histoire comme ça.
69, 70, il y a quelque temps, j'ai été en déplacement. J'étais au lycée de Béchar, parce qu'à l'époque, on suivait mes pères qui étaient militaires. Donc, j'ai été dans pas mal de lycées en Algérie. À Béchar, on a joué en déplacement le lycée contre le lycée d'Oran. On est parti. Oui, on est parti en bus. Et on a joué dans un stade où il y avait à peu près 5000 spectateurs. Mais c'est normal. Qui étaient tous les autres lycéens qui venaient. C'est incroyable. Et ça, je parle d'un pays qui sortait de son indépendance. Hein. C'est la meilleure équipe scolaire à l'époque. 6 ans ou 7 ans après l'indépendance. Et il y avait une organisation de la FASU extraordinaire. Filles et garçons. Effectivement, la FASU, la plupart des sportifs des années 70 étaient issus, que ce soit en football, en basket, en hand, en volley, même en athlétisme, il y avait tout. Hein. Il y avait la FASU, on avait des enseignants, des maîtres de PS. C'était pas des spécialistes dans des domaines, mais tout d'abord, on faisait du sport par cycle. Chaque 3 mois, on faisait handball, 1 mois après, on faisait du basket. Et c'est le rôle du maître de DPS de détecter les éléments. S'il voyait par exemple un Djabir, il lui disait tu vas vers l'athlétisme. Oui. C'est comme ça qu'on a commencé à jouer. Et il y avait des compétitions, je me rappelle pas, c'était le jeudi, on se voyait au stade Ouagnouni pour jouer au basket des compétitions. Les finales se jouaient sur des terrains pleins. Après, on est passé vers l'université. Et il y avait également le sport universitaire où il y avait des finales, Alger contre Oran, Oran contre Constantine. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. Quand j'entends des responsables parler du sport universitaire, on doit le lancer, moi je rigole. Parce que pour arriver au stade universitaire, il faut commencer tout d'abord en bas. On ne peut pas apprendre à quelqu'un qui n'a jamais vu de sport universitaire de faire du sport. Donc il faut revenir, je pense, au sport scolaire et donner les moyens qu'il faut. Ouvrir également, l'État est en train de construire beaucoup d'établissements scolaires. Et je m'étonne pourquoi il n'y a pas une petite salle à chaque fois qu'il y a un lycée, on met une salle d'entraînement. Et permettre aux clubs civils également de bénéficier, après les horaires d'études, d'utiliser ces salles. La mettre à disposition. Alors qu'on n'a plus, vous voyez un petit peu le Krebs Relmoul. Ouais. Vous voyez un petit peu le terrain de basket qui a été construit dans les années 60 où il vient d'être dégommé, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils vont mettre un terrain de basket ou autre chose. Voilà, vous êtes toujours sur Radio M, dans l'émission LM. C'est très intéressant, tous. Tout ce que vous racontez, Djabir. Bon. Je vais vous proposer un petit jeu maintenant. Alors, je vais vous proposer des faits d'actualité de ces derniers jours et vous me dites j'aime pas. Et vous me dites pourquoi, éventuellement, ou pas. On va parler un peu d'escrime, tiens, à la ouf. Bien sûr. Le retour de Roman. Oui. Roman Jitli qui reprend le circuit des Coupes du Monde. Oui. Qui fait, comment il se sent. Déjà, ça comment nous tu le sens, toi? Déjà, ça nous réjouit, ça nous fait très plaisir de voir que notre athlète... Déjà, tu aimes ou tu aimes pas? J'aime très bien. J'aime beaucoup. Voilà. C'est que notre athlète a repris la compétition, il s'est rétabli très vite. Au passage, on remercie Dr Odino parce qu'il s'est très bien occupé de lui. Il a bien pris en charge. Dommage qu'il a raté les Jeux Olympiques. Quelques mois avant les Jeux Olympiques, il s'est fait une rupture de ligament croisé, ce qui l'a empêché à participer aux Jeux Olympiques. Et la compétition, là où il a fait la rupture de ligament croisé, c'était le Grand Prix de Boston aux États-Unis, ouais. Et c'était en demi-finale. Ce qui fait que cet athlète est un athlète de très haut niveau. Tu as aussi un très bon docteur à ta droite. Oui, je sais. Voilà. Il a soigné Krimo. Oui, ouais. Ça c'est un vieux souvenir. Et d'ailleurs, dont je suis très fier parce que je peux raconter l'histoire. On n'était pas encore équipé comme il fallait à cette époque. Et Krimo Bernaoui, qui est je pense, c'est le meilleur volleyeur que le volley algérien a repris le volley et a joué à très 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 haut niveau. Et c'était un des meilleurs volleyeurs au monde. 15 jours après l'intervention, parce qu'il m'avait pris de court. Ouais. C'était la préparation des championnats d'Afrique à Alger et il avait une lésion méniscale avec un genou bloqué. Et au CNMS, le Centre national de médecine du sport qui existait avant,
Et on était en avance de 25 ans même sur les Européens. Et je l'avais opéré avec un arthroscope de toute première génération, sans ouvrir son genou. Je parle de 84. C'est très loin, ça remonte à très loin. Il y a très longtemps. Et j'étais parmi les premières interventions sous endoscopie. Et ça avait très bien marché. Je me suis dit, on va essayer. C'est la première ménisectomie sous endoscopie chez un athlète en Algérie. Et Ben Clément a repris, il est champion d'Afrique, il a joué à haut niveau en France, en Espagne, et notamment au Pays de Golfe. Et actuellement, c'est un entraîneur. Pour moi, c'est une de mes... À chaque fois, des souvenirs, mes souvenirs les plus marquants. À ma gauche, les retours de nos tireurs en Coupe du Monde. Tu connais bien l'escrime. Comment ça? Est-ce que j'aime? Bien sûr que j'aime. Tout ce qui est bon pour notre alam, voilà, c'est bon. Non, mais c'est bien pour l'escrime parce que tout le monde attendait l'escrime. Moi-même, personnellement, j'attendais l'escrime au JO de Rio. Et bon, malheureusement, enfin, on va dire, ça n'a pas été au top. On aurait pu. Mais maintenant, avec le retour, je pense que le Raouf, il est en train de préparer quelque chose. On aura quelque chose. Parce que il est temps, Mahmoud, il est temps que les gens sachent que l'Algérie, on a eu parce que tout le monde nous dit, ou même dans les cafés, quand on est cafés morts, quand on est là, ils disent, ouais, l'escrime, c'est quoi? Mais on a eu des champions. On a eu des champions d'Afrique, on a eu tout ça. Mais faute de médiatisation de l'époque, les gens n'ont pas su qu'on a eu des champions. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Après, il est temps d'avoir un champion du monde et un champion olympique ou médaillé olympique. Il est temps. Depuis le temps, Roman, pour le coup. Bien sûr, ça peut être Roman. Déjà, comme on l'a dit, moi j'insiste, je parle toujours formation. Ça serait bien d'avoir des champions du monde en catégorie cadet. Et c'est très important. Et après junior, senior, après, c'est-à-dire bâtir une nation d'escrime et un système de haut niveau qui nous permettra de gagner toujours. C'est pas de faire un résultat et après disparaître de la scène ou bien du podium. Ça serait bien parce que c'est très accessible, le podium olympique ou bien mondial pour l'escrime, surtout maghrébin ou bien africain. Les Égyptiens ont eu leur médaille olympique, les Tunisiens, et j'espère, pourquoi pas, l'Algérie. Moi, je demanderais au président, parce qu'il est là, je me demanderais qu'il nous ouvre des salles d'escrime un peu vers chez nous, là, parce que moi, j'ai un problème. Djabir, là, sincèrement, là, je vais parler, c'est-à-dire, non, c'est sérieux, parce que tu sais très bien, parce que sincèrement, mon fils, il a appelé, il lui a dit, moi, je veux faire de l'escrime, mais j'ai pas où faire de l'escrime. Tu crois, moi, Djabir, c'est un appel que je le fais à travers la radio 1. Nous, c'est-à-dire nous, en tant que fédération, on est très disponible à aider, équiper des salles qui veulent faire de l'escrime, mais généralement, nous, on se déplace. On s'est déplacé à pas mal de wilayas, parce qu'il y a des pôles. Avant, on avait Constantine, que c'était un pôle très, très, très développé d'escrime. Il y avait des athlètes de très haut niveau qui sortaient de la ligue constantinoise. Actuellement, l'escrime a disparu de Constantine. C'est pas normal. On s'est déplacé. On a fait un appel à tous les DJS de consacrer un espace pour l'escrime. Et nous, c'est notre devoir et notre vocation en tant que fédération d'aider, d'équiper ou bien de former des encadreurs d'escrime. Mais notre appel n'a pas trouvé entendeur. Autre sujet. Non, pour l'escrime, je vais vous dire quelque chose. احنا l'adage ديالنا en Algérie يقول لك تبات مع الجيش تصبح دقاقي. Oui. Donc moi personnellement je connaissais l'escrime de loin et à force de fréquenter les escrimeurs ados, je suis devenu un petit amoureux de cette discipline et j'aime bien cette discipline tout d'abord, mais elle a disparu de la circulation depuis quand même des années. Elle vient de revivre. Il y a une nouvelle génération et il faut pas trop pousser sur le bouchon pour lui imposer un résultat immédiat, etc. Je pense qu'un grand travail est en train de se faire actuellement. Je connais presque tous les athlètes actuellement d'escrime. etc. Pourtant, je fais du basket. Et je pense que nous avons une génération quand même qui est innée, on a le sens de... Les parents maintenant aiment l'escrime. Et je pense, je lui ai dit, j'ai prédit le développement vraiment au haut niveau de l'escrime. Je pense que dans 4 ans, 5 ans, peut-être qu'on aura des champions. Mais actuellement, nous avons les Algériens qui sont venus pour renforcer cette équipe nationale, qui sont en France. Je pense qu'ils vont nous ramener des satisfactions. C'était un accident lors des Jeux Olympiques
Moi, personnellement, je m'attendais pas sûr à 100%, mais c'est un accident. Ouais. Mais je pense que il va nous prouver le contraire à l'avenir. Oui, que les Jeux Olympiques, parce que beaucoup ils ont parlé des Jeux Olympiques, surtout notamment Hamid Sentes, qui le petit-fils de Belsegni, l'ancien. Il est tombé avec un morceau dur. FIFA, etc. Hamid, c'est un athlète de très haut niveau. Hamid, il est champion du monde. Il n'a rien à prouver. Hamid, il est médaillé mondial, individuel et par équipe. Sauf que il l'a dit après, il a été très correct. Il a dit que il avait tous les moyens de se préparer pour les Jeux. Il était au top de sa forme, mais son adversaire avait tout à fait le droit d'être plus fort que lui. Il l'a gagné. C'est la loi du sport. C'est la loi du sport. Il faut C'est la loi accepter. du sport. Sauf que nous, des fois, on est chauvin, on n'accepte pas la défaite. Il faut qu'on gagne, etc. Alors qu'on enlève tous c'est-à-dire les adversaires et qu'on laisse le podium à lui. En plus de tout ça, Hamid, il a fait un parcours de combattant. Il ne faut pas oublier que la fédération Il française était à l'arrêt pendant 3 ans. a refusé de le libérer, sous prétexte qu'il disait que Hamid pouvait gagner tous les athlètes de l'équipe de France, et c'était ça. Parce que dans tous les tournois, que ce soit à Melun, ou bien à Londres, ou bien dans les championnats de France, Hamid est les champions de France par équipe. Il a gagné le tournoi de Melun, il a gagné le tournoi de Londres. Il est encore jeune. D'autres, ils ont dit que le facteur âge, il a 36 ans. Mais je me demande, le Pécho, qui vice-champion olympique, le français, il a quel âge? Il a 36 ans. Vizzali. Montano, il a quel âge? Il a 38 ans. Vezzali, elle a dépassé les quarantaines. On peut aller loin. Emery Langrois, qui a fait vice-champion olympique, il a quel âge? Il a 38 ans. Sezlagui, qui est champion olympique, il a quel âge? Il a dépassé les 35. Ce qui fait qu'on arrête de briser nos athlètes et de briser les efforts c'est-à-dire de tous les bénévoles qui travaillent pour essayer d'honorer le sport algérien ou bien de hausser les couleurs algériennes le plus haut possible. C'est des athlètes. Hamid, il a eu, parce qu'en escrime, il n'y a que 32 participants qui participent. Le premier tour, il a eu Cruz. Cruz a fait 4e aux Jeux Olympiques. C'était prévu. Nous, on s'attendait. C'est lui qui gagne le premier match, ira le plus loin possible. C'était Cruz qui a gagné. On le félicite. On lui dit félicitations. Voilà. Et rendez-vous à Tokyo dans 4 ans. Oui, Inch'Allah. Non, rendez-vous championnat du monde. 2017 déjà. Exactement. Ouais. Autre fait d'actualité, c'est le retour du hand à Harsha. On est heureux de retrouver le hand, les matchs de championnat régulièrement. Le GSP va recevoir encore cette semaine. Un petit mot sur ça, peut-être toi qui es très sport collectif. Honnêtement, pour les infrastructures en Algérie, vous connaissez un petit peu le problème. On s'est beaucoup plaint aujourd'hui. Je sais pas qu'on s'est plaint. Du tout. Je vous donne un exemple. On a été aux Jeux africains en 2015. Je vous assure. On a vu des salles au Congo-Brazzaville. On a vu des salles merveilleuses construites en 20 mois. Nous sommes encore en train de vivre le passé. Nous avons la salle Harsha, nous avons la coupole. C'est tout ce qu'on a en Algérie. Donc il faut maintenant il faut construire des salles aux normes internationales. La salle Harsha, c'est bien tout d'abord. On a une salle au milieu de la capitale. La coupole également. C'est bien pour le handball qui vont peut-être donner encore une autre dimension à notre discipline, à cette discipline du handball. Mais même le basket, le volley, on joue régulièrement les finales au niveau de Harsha. C'est tout ce qu'on a. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, le handballeur, et pour les jeunes sportifs d'Alger Centre et d'Alger qui vont venir encourager ces disciplines. Ouais. Autre fait d'actualité, Djaber et Dasmahtlna, c'est le retour de Djaber aussi en Algérie. Alors j'aime ou j'aime pas ça. J'étais toujours en Algérie, moi j'ai jamais quitté l'Algérie. On n'aime pas, mais on adore. J'adore. Je suis à Alger, moi, je suis toujours là. Comment ça se passe? Quels sont les projets là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de choses qui arrivent, certes, mais bon, déjà, le fait de revenir, c'est vrai que j'étais un petit peu absent pour des raisons de formation, on va dire. Donc du coup, maintenant je reviens après avoir été, on va dire, directeur général à CETIF et j'étais superviseur des infrastructures au ministère brièvement parce que je suis reparti. Il y a d'autres projets qui vont concerner réellement le haut niveau, Inch'Allah. Donc il y a des pourparlers, donc on va voir ce qu'il en est. Donc la balle maintenant elle est au camp des gens qui décident. Ouais. Donc il y a une vision, il y a un projet, donc on va voir. Très bien.
Voilà, on est toujours sur la LEM. On a abordé un peu tous les sujets. Sponsoring, je pense. Tu voulais peut-être parler du sponsoring. On a parlé des manques. Oui, bien sûr. Du non-intérêt un peu des marques, des sociétés en Algérie. Oui, tous les présents sont d'accord sur ça. Il faut pas que... Il y a une difficulté au niveau du sponsoring actuellement, dans d'autres disciplines, sans parler du football, bien sûr. Il y a un phénomène social, bien sûr, au niveau mondial. Tout le monde va vers le football. D'ailleurs, même les gosses, dès qu'ils naissent, ils commencent à voir la télévision, ils ne voient que du football. C'est pour ça qu'ils ne sont pas orientés vers l'athlétisme ou d'autres disciplines. Mais je pense que même les pouvoirs publics doivent aider par leur intervention. Il y a des sociétés étatiques qui ont également les moyens pour essayer de les orienter vers des disciplines qui peuvent rapporter quelque chose. Pas uniquement au football. Le football n'a pas besoin, il a déjà beaucoup de sponsors. Mais les disciplines qui peuvent nous ramener déjà, vous voyez bien que je ne parle pas de ma discipline, je parle des disciplines qui nous ramènent des satisfactions au niveau olympique, etc. Il faut les prendre en charge, que ce soit par les pouvoirs publics directement, soit orienter des entreprises publiques à prendre en charge le sponsoring. Moi, Mahmoud, pour le sponsoring, si on revient juste vite fait pour le sponsoring, parce que c'est vrai qu'on a un problème de sponsoring en Algérie, mais moi je pense que les fédérations doivent faire un petit peu, ou prendre exemple, entre parenthèses, comme le Honda fait, de signer des conventions avec des télés privées maintenant, dans toutes les télévisions privées maintenant. C'est un autre aspect là, la diffusion, voilà. Les droits télé. Et ça peut, premier levier de financement. Ça peut aider un petit peu ces fédérations. Je dis pas que c'est une science exacte, mais ça peut déjà aider les fédérations à bien négocier les contrats avec les annonceurs, parce que les annonceurs, au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre de dire ça parce que j'ai travaillé dans le marketing sportif un petit peu en Algérie, et à un moment donné, je me suis retrouvé vraiment devant des gens où ils me disent, d'accord, nous, qu'est-ce qu'on gagne? Quelle visibilité, voilà. Et à cette époque-là, moi je me suis retiré parce qu'on n'avait pas encore les chaînes privées. Donc pour te dire un petit peu l'effet qu'il y a. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes. Je pense qu'on peut trouver un compromis avec ces télés-là. Maintenant, le Hand, ils ont été pris par une chaîne privée. Tout le championnat va être diffusé dans une chaîne algérienne, privée algérienne. Ouais. Donc, sur DRTV, on voilà, peut le dire. Donc, voilà, c'est DRTV. Mais c'est pas toutes les chaînes qui ont le matériel adéquat pour faire ça. Il y a que actuellement, c'est bien sûr la chaîne nationale qui a tous les moyens, et il y a ZRTV. Je sais qu'ils ont acquis un matériel sophistiqué de direct, mais les autres chaînes sont encore peut-être qu'il y a même des chaînes qui n'ont pas encore reçu leur agrément pour pouvoir faire ça. Mais je pense qu'à l'avenir, ça peut parce que moi je sais être que par réfléchi rapport à cette ZRTV, ils sont restés quand même vous mettez le doigt sur quelque chose qui est extrêmement important, c'est que le développement du sport, c'est le développement du pays. C'est global, on ne peut pas sortir du contexte de... S'il y a pas assez de chaînes avec des moyens technologiques importants, le sport ne se développera pas. Ne vous inquiétez pas. Il se développera le jour où il y aura des moyens... vous parlez du sponsoring. Le sponsoring, c'est pas du mécénat. Bien sûr. Parce que la majorité des gens importante à faire demande en fait du mécénat. Ouais. C'est gagnant-gagnant. Oui, le sponsoring, le gars qui va coller son image sur le maillot d'un joueur de basket, il faut qu'il ait un retour du point de vue économique. En visibilité. Oui, et il va juger à la fin de la saison sur ses ventes ou sur son chiffre d'affaires ou... Sinon, l'autre saison, il ne viendra plus. Ouais, sur ça, moi, je vais rebondir sur ce qu'il a dit Dr Zergheni, c'est que moi, je parle de ma discipline. Hein. Je vais commencer à parler de ma discipline un petit peu. Donc, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, l'athlétisme, tu as dit si bien, tu l'as dit, on n'a pas arrêté de nchki, on va dire, mais c'est une réalité. L'athlétisme, aujourd'hui, quand j'entends l'athlétisme en train de dire oui, on n'a pas, je les plains pas parce que c'est de leur faute. Moi, je dis que c'est de leur faute parce que depuis 97, je dirais, où il y a eu la fameuse équipe Hamad, Bessou, Bayar, Houli, Saïd, Girni, Siyaf, on était quand même une dizaine d'athlètes à toujours
être là et présent dans les grands championnats, et ils n'ont pas profité. La fédération d'athlétisme n'a pas profité d'acquérir un terrain propre à elle, de faire la construction dans son propre siège et d'avoir surtout un support financier, économique monstre. Jamais on a été approché par nul des présidents. Je le dis aujourd'hui, mais c'est sans être méchant, aucun président n'est venu chez nous pour utiliser notre image. Personne n'est venu nous dire, voilà, est-ce que vous permettez d'utiliser votre image au profit des autres jeunes athlètes? Personne ne l'a fait. Voilà, donc d'un côté, c'est ce que je dis. L'athlétisme aujourd'hui, on a Mkhloufé. Est-ce que la fédération de 2012 à 2016 a pu profiter de l'image de Mkhloufé? Il ne peut pas dire non parce que c'est l'Algérie qui le paye, qu'il veuille ou non. Enfin, c'est un ami, c'est un frère, mais on parle maintenant, si on parle... intérêt discipline. Voilà, on parle par rapport à l'intérêt de la discipline, l'intérêt de l'État surtout. Aujourd'hui, comme disait Dr Zergueni, le sport est devenu, est rentré dans le business world marketing. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, le sport business. Voilà, c'est le sport business maintenant. L'annonceur, il s'en fout. Il est là, il se dit voilà, moi j'ai tant d'argent, j'ai un budget, il faut user ce budget. Et je pense que Raouf et Rabah le savent très bien. À un moment donné, il y a eu un vide dans une des compagnies qui sponsorisent le sport en Algérie. Ils en ont profité. Donc, l'athlétisme a laissé passer, moi je parle de ma discipline, a laissé passer une chance terrible pendant 10 ans. Et là, aujourd'hui, on rentre dans le même problème. On a Mkhloufé et on part à côté. Ils avaient un capé, comme il le disait, il y avait au moins 10 athlètes de niveau mondial, avec des titres, des records. Et tout ça a été dilapidé comme ça. Voilà, donc du coup, on a perdu beaucoup d'argent. Moi, je suis... De temps en temps, je pose la question, pourquoi on n'a pas fait comme les Cubains? Les Cubains, bon, eux, ils ont une méthode, ils retirent de l'argent carrément des gains des athlètes. Mais non, l'Algérie, alhamdoulilah, l'Algérie ne fait pas ça. Mais on a des sponsors. Utiliser l'image, au moins. Voilà, utiliser les images. On est là. Est-ce que... Par contre, dans les soirées, on est là. Ils nous invitent. Mais c'est pas ça. Au lieu de nous inviter dans les soirées ou les galas ou les dîners, je préfère qu'ils utilisent nos images, surtout pour gagner beaucoup plus d'argent en tant que fédération. Certes. À l'Antawa, la fédération. Pardon? À l'Antawa, la fédération. Est-ce une image associée, quoi? C'est son droit, mais ils n'ont pas fait. Voilà. On va écouter. Moi, je voudrais revenir sur le retour de Djabel. Oui. Le retour. Oui. De Jedi. Moi, je dirais que tout simplement, c'est pas parce que c'est un ami, lui, Djabel, Ahmed et moi-même, on a passé beaucoup de temps ensemble, c'est-à-dire dans sa carrière. Je dis tout simplement, Djabel, c'est un grand gâchis pour le sport algérien. Il est jeune. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas aussi jeune que ça, parce qu'à 38 ans, il est diplômé, il a des diplômes supérieurs en sport et en d'autres domaines. Je pense que c'est le moment où Djabel c'est le retour d'investissement. C'est le moment où Djabel doit donner pour le sport. Je cite un petit exemple. À Atlanta, c'est-à-dire en 1996, moi j'ai participé. C'était mon premier match, c'était contre un Roumain qui est Mihai Carvalho. À l'époque, on avait pratiquement le même niveau. En 2000, Mihai, il est champion olympique. Actuellement, Mihai, il est président de fédération roumaine comme moi. C'est-à-dire, on a le même âge, on a pratiquement le même destin. Il est président de fédération roumaine. Il est toujours entraîneur de sabre dans sa fédération. Il le fait bénévolement. Il a gagné une médaille mondiale, une médaille olympique. En plus, Mihai, dans 15 jours, c'est le futur... pratiquement à 39 ans, c'est le futur président du comité olympique roumain. Vous voyez comment il entraîne les jeunes. Ouais. Vous voyez mais toi, si tu le fais, on va t'accuser de cumul. Hein, attention. Non. Mais vous voyez, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire la Roumanie ou bien tous les pays, ils exploitent leur investissement. Nous, on voit des champions, un capital expérience qui est là, c'est-à-dire un athlète de très haut niveau, champion du monde, médaillé olympique, qui a fait des études ici en Algérie, à l'étranger, il a vécu, c'est-à-dire la richesse, il a vécu le haut niveau HO. Il trouve, c'est-à-dire pratiquement, il est en chômage. Il veut donner, il veut faire. C'est pas un chômage, c'est-à-dire un chômage technique, c'est pas un chômage financier. Il veut donner, il veut aider, il peut former. Et il n'y a pas à travers Djabel. Le message est passé, je pense. Non, le message on est a passé. fait passer le message. Je préfère, c'est-à-dire parler à Djabel parce qu'il est là, mais à travers Djabel, il y a d'autres athlètes, d'autres capital c'est-à-dire d'expérience et une richesse que l'Algérie n'est pas en train d'exploiter.
Tu m'as trop donné de. اشرب حاجة كما نقولوا. Non mais c'est juste pour répondre. Le plus difficile, c'est le très rapidement pour qu'on enchaîne. Ouais. L'argent, l'Algérie a eu pas mal d'argent. L'argent qui m'a etc. Mais le plus difficile et le plus important, c'est le capital humain, c'est le dirigeant, l'athlète, etc. On n'en a pas beaucoup. L'association des Olympiens, moi je rigole. Brièvement, s'il te plaît. Quand on a eu que 2 médailles olympiques aux Jeux olympiques. Minsina, c'est-à-dire le nombre d'Olympiens, on n'a pas dépassé les 300. On n'est que 300 dans l'histoire de 1963. Jusqu'à aujourd'hui, on est à 300 Olympiens. C'est très peu. Et les États-Unis, à Rio, ils ont participé avec 500 athlètes. Vous voyez la différence. En plus, tout ça, pour revenir, c'est-à-dire, j'ouvre une parenthèse, le mandat olympique, on a fait tous les championnats du monde. Toutes les disciplines, ils ont participé au championnat du monde senior. On a gagné qu'une seule médaille de bronze. En boxe, c'était Félicie qui l'a gagné. Aux Jeux olympiques, on a 2 médailles d'argent. Ou parce qu'on n'a pas ramené. Je pense qu'on s'estime heureux. Parce que, fait mandat, on a une seule médaille mondiale. Et les Jeux olympiques, on a gagné 2 médailles d'argent. Et je pense que je vois pas pourquoi Nas Zafet, etc. Peut-être qu'ils veulent créer la polémique, ça c'est autre chose. Merci Raouf. Tahir Zayed. Vas-y. Football, quand même, un petit peu de football. Pour finir, on connaît depuis hier nos adversaires en Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Nos Fennecs affronteront donc la Tunisie, le Zimbabwe et le Sénégal. Un tirage pas évident quand on regarde de plus près, quand on sait que le Sénégal est la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs en éliminatoire. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez déjà, docteur, ce tirage à première vue? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure en off, moi je l'ai suivi en direct parce que c'est toujours un événement et c'est le suspense et c'est bien organisé. Maintenant, je dois reconnaître que la CAF a mis les petits plats dans les grands et c'est diffusé sur beaucoup de pays en direct. Et pour le tirage au sort en lui-même, je crois que c'est encore une fois l'occasion pour notre équipe qui est constituée de joueurs de très très haut niveau, qui jouent maintenant, la plupart d'entre eux, dans de très grands clubs européens. Je crois que c'est la première génération qui est comme ça. Ouais. De montrer et de confirmer son statut au niveau de l'Afrique, comme première ou deuxième nation africaine maintenant à quelques points près. Et je crois que c'est un bon tirage au sort, avec en plus le petit délice du derby contre nos amis tunisiens, nos frères tunisiens. Donc, en plus d'aller passer les vacances chez eux, je crois qu'il faut les battre. Ouais, c'est au programme. Docteur Rabah, pardon. Enfin, pour le football, je pense que nous sommes tous des footballeurs. Oui. Tout d'abord, comme toutes les 40 millions d'autres Algériens. Ouais. Et je pense que ce tirage au sort, selon les équipes qui apparaissent, le Zimbabwe, la Tunisie, c'est des équipes où on a une grande chance d'être parmi les deux qualifiés, parce qu'il va y avoir par groupe 2 qualifiés. Je pense que nous avons une équipe digne de ce nom. L'Algérie a une équipe qui peut donner encore beaucoup de satisfaction au plan du football. Et cette génération, je pense qu'on en a encore pour encore 8 ans. Certains joueurs, ce sont jeunes de 20 ans, 21 ans. Donc, c'est une équipe qui va encore progresser, je pense, pour l'avenir. Et Inch'Allah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on espère qu'elle nous ramènera la Coupe d'Afrique. C'est tout ce qu'on attend. Alors, au fait, qu'au final, c'est pas l'année ou jamais. Je suis pas trop d'accord avec toi, Rabah.
Mais est-ce que c'est pas l'année ou jamais là? Tous les éléments sont réunis Tout pour, à fait, non? Je suis d'accord avec toi, Mahmoud. Je pense que le niveau de notre équipe, comme l'a dit le docteur Zergueni, je pense que on a une bonne équipe. Je pense qu'il faut pas voir jouer équipe parce que ça sert à rien de gagner la Tunisie au groupe et de perdre au quart de finale. Notre objectif, c'est de gagner la CAN. Je pense qu'on a une équipe qui est, pourquoi pas, bon, arriver à la finale, et la finale, c'est pour gagner. On a une bonne équipe et le niveau de notre équipe fait c'est-à-dire les calculs. Pourquoi pas les autres nations qui vont calculer l'Algérie, ils ont peur de nous, etc. etc. Du moment qu'on a des bonnes individualités, on a une bonne équipe, beaucoup de moyens, c'est-à-dire ils sont mis à la disposition dans cette équipe dans d'excellentes conditions. Le docteur a dit que la confédération pratiquement elle s'est développée, notre fédération également de football, elle s'est énormément développée quand on voit comment elle est structurée et comment on voit nos athlètes, c'est-à-dire nos joueurs. Comment ils sont, c'est-à-dire hébergés, comment ils sont préparés, les conditions dont ils sont mis. Ils ont un bijou à Sidi Moussa, comment ils se déplacent dans des avions spéciaux. La fédération a fait un énorme travail pour cette équipe. Yacine a peut-être l'occasion de voir les autres, ce qui se fait dans les autres pays, un élément de comparaison. Même chez nous, ce qui a été fait comme travail de développement depuis les 8 dernières années au niveau de la fédération. Et je suis bien placé pour en parler parce que j'ai été longtemps membre du bureau fédéral. C'est un développement assez exceptionnel en matière d'organisation. Professionnel. Oui, professionnel. Le centre de Sidi Moussa est un centre qui est de niveau mondial. Du point de vue de l'organisation, du point de vue de l'hébergement, du point de vue des structures techniques, le terrain de préparation de notre équipe nationale. J'en ai pas rencontré d'aussi bons ou de meilleurs ailleurs. Le centre médical de Sidi Moussa est un exemple mondial, c'est-à-dire c'est vraiment de très très haut niveau. Les ressources humaines de la même manière, et l'équipe est mise dans des conditions idéales. Reste le petit bémol évidemment, j'espère circonstanciel du coach. Il nous faudrait un coach. C'est très difficile d'avoir un coach qui soit du niveau de l'organisation de la fédération et du centre et de l'équipe nationale. Je pense que c'est le seul point actuellement. Et des exigences. C'est-à-dire le coach de cette équipe devrait être un des grands noms mondiaux, normalement. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a les moyens d'aller chercher un grand nom mondial? Bon, je crois que oui, mais ça, c'est la décision. On n'a pas toutes les données, en fait. Oui, c'est la décision du président de la fédération et des autorités. Eux savent exactement de quoi il s'agit. Moi, vous avez tous une petite idée de ce que peut coûter un entraîneur qui serait digne de notre équipe. Très cher. C'est peut-être, j'en sais rien, pas au niveau de nos possibilités. Je sais par exemple que l'Afrique du Sud, pour son équipe nationale durant la Coupe du Monde en 2010, avait recruté Pereira, entraîneur champion du monde, pour, je crois, l'équivalent de 5 ou 6 millions de dollars pour l'année. Donc, faire un premier tour. Il y a quelques années, il y avait une grosse polémique au Maroc. En 2010. Avec l'arrivée d'Éric Guéretz, qui coûtait, il me semble, 3 millions d'euros par an. Ouais. Ça avait... Mais c'est vrai que notre équipe nationale, le niveau des joueurs qu'on a, le niveau d'organisation de la fédération, mérite qu'on ait un coach de son niveau. De gros nom. Ouais, de renom. Alors j'ai lu une statistique impressionnante hier. L'Algérie, de 63 aujourd'hui, a eu 53 sélectionneurs différents. À titre de comparaison, l'Allemagne a 10 coachs depuis la fondation de la fédération en 1903. À mon sens, c'est un chiffre assez impressionnant. Je tenais juste à le donner comme ça. Un pronostic alors pour cette Coupe d'Afrique. Voilà, ouf. Moi, je suis un gagneur. Moi, je vais, si qu'on a les possibilités de gagner cette CAN, pourquoi pas une deuxième étoile. Ouais. Tout court. Parce qu'on a une bonne équipe, une bonne organisation. Après, c'est la compétition. Arriver à un stade d'avancée, demi-finale, finale, après, tout est jouable. Jabiel. De quoi pronostic pour la Coupe d'Afrique? Bah, moi, je ne vais pas dire que je suis gagneur ou pas gagneur. Moi, je l'attends. Ouais. J'attends la coupe.
Tu te prononces pas. Non, Tu attends la coupe. Non, Ok. non, Ouais, j'attends la coupe, il y a pas de... C'est un acquis. C'est acquis. Voilà, c'est pas que c'est une question d'acquisition ou pas, mais je pense que l'équipe qu'on a, c'est une équipe qui mérite d'être quand même titrée déjà. Bon, certes, un peu d'organisation, je pense, comme disait le docteur, mais moi, à mon avis, qu'on la mérite. On a des joueurs qui sont là, qui sont présents, même s'il y a eu quelques coups de gueule. Mais je pense que voilà. Là-bas. Enfin, il faut pas perdre de vue également qu'il y a des équipes africaines qui sont fortes également, hein, comme le Nigeria, le Cameroun, d'autres pays qui jouent les premiers rôles. Hein. Mais nous avons la chance, nous, parce que même ces pays ont des joueurs qui évoluent également à l'étranger, au meilleur niveau. Hein. Mais je pense que nous avons cette chance d'avoir une génération exceptionnelle qui joue du beau football et juste. Je pense que c'est une chance inouïe pour nous ramener la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Juste un dernier mot peut-être. Un dernier mot concernant cette Coupe d'Afrique et surtout le football en général. Le développement des équipes africaines est aussi exceptionnel que le développement de la nôtre. Ouais. J'ai eu l'opportunité de voir beaucoup et même d'organiser, dans le cas de la CAF et de la FIFA, des conférences de développement dans ces fédérations. Le niveau de développement est extraordinaire. Je vais juste vous reprendre là par rapport au centre de développement en Afrique, parce que moi aussi j'ai eu l'occasion de voyager en Afrique et j'ai vu ces centres. J'ai des amis qui sont footballeurs aussi, internationaux, de différents pays, mais j'ai vu que ces footballeurs-là, comme disait Raouf par rapport à moi, merci pour l'éloge, mais bon, certes les footballeurs c'est un autre monde, c'est un autre système. Ils ont repris des centres de formation, ils ont créé des centres de formation et ils ont mêlé les clubs professionnels où ils se développaient en Europe. Ils ont fait je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et ils ont maintenant développé des centres de formation typiques et aux normes internationales. Donc c'est un peu normal qu'on voit aujourd'hui beaucoup de joueurs africains qui évoluent en Europe. Le défaut, c'est qu'en Algérie, je pense que nos footballeurs n'ont pas fait. Donc, on a cette réflexion algérienne typique à nous d'attendre toujours l'État qui donne ou qui voilà. Donc et on le sait tous que le football c'est un autre monde et c'est un monde parallèle au sport en général. D'ailleurs je pense que Raouf a vu aux Jeux Olympiques notre secrétaire général ou je sais pas qui a assiégé avec eux quand il y a eu le président du comité olympique international où il a vu que en fait le football c'était un autre monde par rapport aux autres sports. Donc l'argent qu'un international touche en une saison, c'est l'équivalent de, on va dire, 10 athlètes, même au niveau mondial. Années, Voilà, pendant toute une carrière. Donc, même en sport olympique, le football domine les jeux en fait, parce qu'on le voit pas souvent. Moi, j'étais à Brasilia pendant qu'il y avait des jeux. Pourquoi ? Parce que nous, on est un peu excentré par rapport il n'y a que la finale qui se passe à Rio, qui s'est passé à Rio. Oui. Les grands matchs se déroulaient dans 4 villes, comme un peu la Coupe du Monde. Et par exemple, en termes de spectateurs, la moitié des spectateurs de tous les Jeux Olympiques, c'est pour le football. Non, mais parce que c'était au Brésil. Non, pas du tout. Que ce soit, j'ai été en Grèce, j'ai été aux États-Unis. La moitié. Je suis pas d'accord, monsieur Zek. Je vais vous dire. Attention, docteur. Non, c'est bien qu'il y ait une petite polémique comme ça. C'est un autre débat là. Oui. Non, docteur. Non, je vais vous dire. Dernière polémique avant de partir. Il y a le football et il y a tout le groupe des sports mineurs. Je vais être un peu méchant. Voilà. Djabir va répondre. La discipline. Pour remplir un stade, non, pardon. Pour remplir un stade, pour l'athlétisme, il faut les finales aux Olympiques. D'accord. Pour remplir un stade, on peut le faire au 5 juillet pour MCA USMA. C'est un peu normal. Ça n'a rien à voir. À propos de Rio, cette année, c'était un peu spécial. Tout le monde a fait la même remarque. Le public brésilien est un peu à part. J'ai eu la chance d'y être. Et c'est vrai que le public brésilien n'est pas
réellement un public de sport olympique. Et même d'ailleurs plusieurs athlètes se sont plaints. C'est un public de football. D'athlétisme peut-être, mais de sport collectif, ils ont de sport collectif, tout à fait. Bon, quand il faut pour 10 secondes, Voilà. le stade est complet. Moi, Ouais. c'est la première fois que j'ai vu ça. Non, juste, C'est la première fois où j'ai vu en athlétisme un stade archi-comble. Il y a des gens qui sont venus pour voir uniquement les 10 secondes du champion olympique. Mais c'est une fois tous les 4 ans. Ouais. En football, on a ça toutes les années, tous les jours. Par rapport au public, une anecdote et une réalité. Le public brésilien, tout le monde l'a vu, il a constaté qu'il n'est pas pour les sports olympiques. À Sydney, est-ce que vous avez vu les Jeux de Sydney? Oui. Les Jeux de Sydney, les séries se déroulaient à 7h du matin, le stade était complet. Mm. Pour l'athlétisme. Oui, pour Mais l'athlétisme. c'était pas des finales, c'était des séries. Si Moi, vous j'ai fait reprenez, les si séries. vous reprenez les statistiques des attendance, des spectateurs pour tous les Jeux Olympiques, Bah oui, certes. la moitié des spectateurs, c'est pour le football. Bah, c'est un C'est Après, comme c'est ça. aussi une question d'enceinte, quoi. Obligatoirement, Non, l'enceinte il faut la footballistique remplir, est hein. plus grande Faut la remplir. par rapport à Faut une la enceinte remplir, d'escrime c'est pas break la qui est plus Coupe du petite. Vous Monde. avez vu les compétitions de basket aux La salle de États-Unis. basket était pleine. C'est les des salles basket. de 30 000 spectateurs, archi-combles. Comme on me l'a dit une fois au niveau du ministère, un cadre m'a dit, pour le différencier entre le basket et le football, pour les aides, etc., quelqu'un m'avait dit, le jour où vous remplirez 100 000 spectateurs, venez nous On vous voir. donnera autant. Moi, je leur ai dit, quand nous, on remplit une salle de 3 000 spectateurs, pour nous, c'est 300 000 spectateurs. Voilà. C'est en fonction de Même en plus, il y a- l'ordre de il y a- grandeur. Hein. En plus, il y a Pour il y a les finir. salaires. Pour finir. En plus, il y a les salaires. Pour finir. C'est-à-dire les salaires, le footballeur, ils sont classés, je crois, en 10e position. Après, avant le Formule 1, le golf, le tennis, Le basket. etc., le basket, l'athlétisme, etc., pour qu'ils viennent les footballeurs, c'est-à-dire dans les salaires des joueurs. Le basketteur, c'est lui qui touche Les le plus, basketteurs, hein. c'est les premiers. C'est un peu loin. Voilà. Ils sont bons. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'on vous reverra tous. Télé, pas de problème. Voilà, ok, ça marche. Merci à tous nos auditeurs, web-auditeurs. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines, comme prévu. J'espère que ma كناش تقال عليكم بزاف. Profitez bien et n'oubliez pas que le sport n'est pas une question de vie ou de mort. C'est bien plus important que ça. Allez, ciao.